librement ses croyances. Nos croyances sont contraintes par le réel et par le fonctionnement de notre cerveau. Donc, plus on comprend comment les croyances sont acquises, plus on peut agir de façon à inciter les individus à adopter les meilleures croyances possibles. Et devenir raisonnable n'est jamais mauvais. Nous dit Harris, je ne connais aucune société dans l'histoire qui ait souffert parce que le peuple était devenu trop raisonnable. Ceux qui voudront récupérer la présentation PowerPoint, vous avez le lien. Sinon, vous pouvez tout simplement googler Sam Harris, TED Talk, How Science Can Answer Our Moral Questions. Lia, si tu veux, questions, commentaires, peut-être un petit 15 minutes pour questions. Je te laisse prendre tes questions. Oui, quel est votre nom? Allô, Félix. Bonjour Félix. Merci pour la conférence. Il y a beaucoup de choses, puis là, comme je suis le premier à poser une question, j'ai pas eu le temps d'y penser tant que ça, fait que je pense à voix haute, là. Mais le réalisme moral, c'est un petit peu un énoncé moral tel que torturer un individu innocent pour le plaisir est mal, un énoncé comme ça, comme acte de langage, peut être vrai ou faux, indépendamment des attitudes des locuteurs. Donc, qui est vrai ou faux, non pas selon, je ne sais pas moi, la préférence individuelle des personnes, mais qu'il y a une vérité morale à savoir là-dessus. Jusque-là, ça va? Si on dit ça, mais qu'en même temps, on adopte la perspective de Harris qui consiste à dire que pour déterminer comment c'est vrai ou faux, donc la question épistémique, il faut aller voir dans le cerveau, mais que systématiquement aussi, on sait que le cerveau, c'est le produit de l'évolution, et donc que nos intuitions morales sont aussi le produit de l'évolution. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu circulaire là-dedans. Et à mon avis, c'est comme le problème principal du réalisme naturaliste, à savoir qu'il essaie toujours de réduire les énoncés moraux aux composantes qui vont nous permettre de dire pourquoi c'est mauvais ou pourquoi c'est bien. Et la comparaison avec l'eau ne fonctionne pas là-dessus. Parce que quand on adopte une épistémologie réductionniste avec l'eau, on dit l'eau c'est H2O. Donc on a découvert c'est quoi parce qu'on l'a réduit à ses composantes plus fondamentales. Ça fonctionne. Mais quand on dit torturer une personne innocente pour le plaisir est mal, et qu'on essaie d'avoir une vision réductionniste là-dessus en disant ah ben on sait pourquoi c'est mal et pourquoi l'énoncé est vrai, parce que dans le cerveau, quand on dit ça, il y a telle chose qui s'allume en même temps, et on sait que c'est corrélé à des intuitions morales, mais qu'on sait que les intuitions morales sont le fruit de l'évolution, parce que je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas strictement les intuitions morales, c'est aussi, c'est-à-dire un psychopathe pourrait trouver du plaisir à torturer un innocent, alors dans son cerveau, les régions associées au plaisir s'activeraient, mais pas dans le cerveau de la victime. En effet. Et pas dans le cerveau des témoins, s'ils ne sont pas psychopathes. En effet. Mais là, sur la question métaéthique de l'ontologie des énoncés moraux, ça me semble que ça ne répond pas vraiment à la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Parce que quand on rentre dans la classe et on dit on est capable de savoir qu'est-ce que c'est, par exemple, que la structure du cerveau, on va ouvrir nos crânes et voir un certain nombre de trucs, on ne trouverait pas ça, la vérité. c'est peut-être à éviter, par contre. À éviter. Là, ce serait un énoncé normatif de dire qu'il faut éviter de faire ça. Mais ce que je veux dire, si on rentre dans la classe et on cherche l'ontologie des énoncés moraux, les énoncés moraux, ce sont des assignations à des situations puis au réel, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Quand on dit bien ou mal, Harris va dire c'est quelque chose qu'on peut trouver dans la structure du cerveau, mais ça ne répond pas à la question c'est quoi? Je ne sais pas si ma question est claire. Qu'est-ce qui répondrait à la question c'est quoi en fait? Ben, de sa propre perspective, l'épistémologie réductionniste dit on sait c'est quoi qu'on peut réduire à la structure plus fondamentale. Donc par exemple, l'eau, on réduit ça à ses composantes dans le tableau périodique, H2O, on sait c'est quoi, en vertu de cette épistémologie-là. On ne peut pas appliquer ça à la morale. Parce que si on essaie avec le cerveau en disant lorsque j'énonce un énoncé moral, où est-ce que je trouve qu'est-ce que c'est? Avec la même application. Donc c'est là que je vois que c'est comme s'il postulait voici comment on va faire pour le trouver, puis qu'est-ce que c'est, mais jamais répondre à la question ontologique de qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si ma question est claire. Moi-même, c'est une question sincère en fait. J'en doute pas. Ouais. Et, bon, peut-être pour clarifier, la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que il me semble que plusieurs fois dans la présentation aussi, on s'en remettait à l'intuition. Et
je suis débutant quand même dans les constellations métaéthiques, mais il me semble que l'intuitionnisme semble plus plausible que le naturalisme dans les théories réalistes là-dessus. Et peut-être, là, je vais fermer ma question pour ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'intuitionnisme et pourquoi ça serait plus crédible de croire au naturalisme? Honnêtement, là, vous parlez d'intuitionnisme, c'est un concept dont il faudrait que vous me parliez davantage. On va s'en reparler. Mais merci pour l'intervention, ça soulève des questions intéressantes. Je n'ai pas la prétention de pouvoir donner une réponse tout à fait. Je sais que c'est un peu décousu, là. Mais... Non, c'est pas décousu du tout, seulement ça ouvrirait une discussion qu'on n'a pas le temps d'avoir là maintenant, mais c'est une intervention pertinente. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on en parle pendant la pause. Volontiers. Bonjour, merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, son idée, c'est de fonder la morale sur des faits donc, concernant le bien-être. Maintenant, quelle est la valeur de la vérité, dans le sens que est-ce qu'on pourrait choisir volontairement de croire des choses fausses si ça nous fait du bien? C'est quoi le... Ça, je peux vous dire ce que Rahuis répondrait en me fiant au contenu du livre. On ne choisit pas consciemment de croire des faussetés, c'est-à-dire, bon, le livre est en anglais, self-deception, je ne sais pas comment traduire ça exactement en français, s'illusionner soi-même, ça existe, mais quand il dit on ne choisit pas librement ses croyances, il n'y a personne qui a l'attitude, je sais que cette affirmation est fausse et je choisis d'en être convaincu. Il y a quelque chose de complètement contradictoire là-dedans. Si je sais que c'est faux, je ne le crois pas. Mais il y a des processus mentaux par lesquels une personne en vient à se convaincre de ses propres mensonges ou se convaincre de quelque chose, même si l'expérience suggère très fortement que ce n'est pas la vérité. C'est ça, ça existe, mais il y a un processus cognitif qui fait que la personne en vient vraiment à être illusionnée. Et ce n'est pas un choix conscient de croire quelque chose de faux. Question de temps, je pousse un peu. Au niveau de la propagande, au niveau noble mensonge, est-ce qu'il peut avoir une légitimation éthique d'un centre de pouvoir qui vient mentir volontairement pour maximiser un bien-être au sein d'une population? Ça envoie un peu la valeur de la vérité, si la vérité est ça. Et deuxièmement, vu qu'il appuie complètement son système éthique sur le bien-être, est-ce qu'il y a une explication physicaliste, en d'autres termes, la sérotonine, une particule spécifique pour venir asseoir son système sur un point de vue physicaliste avec le bien-être? Alors, c'est effectivement deux questions. Pour la première question, la réponse que Rahuis donnerait est très certainement non. Le mensonge, selon lui, est très, très rarement justifié d'un point de vue conséquentialiste. Puis, il a même écrit tout un livre là-dessus, Lying, que je vous recommande. Moi, je le donne à lire à mes classes d'éthique et politique. Il fait valoir que d'un point de vue conséquentialiste, quand on regarde vraiment toutes les conséquences, même ce qu'on appelle des mensonges blancs, apportent généralement plus de malheur que ça en évite. Et particulièrement au niveau des institutions, parce que la question que vous me posez, c'est vraiment est-ce que l'État pourrait être justifié de mentir? Non, parce que la perte de confiance de la population dans les institutions a des conséquences absolument épouvantables. Alors, pour Rahuis, pour vous donner une idée, si vous lui dites, mais Monsieur Rahuis, est-ce que vous dites que le mensonge n'est jamais justifié et vous allez abonder dans le sens de Kant et dire que même pour sauver une vie, on ne doit pas mentir. Alors là, je vous paraphrase carrément ce qu'il a écrit. Non, moi, Sam Rahuis, je ne vais pas suivre Kant. Quand il est question de sauver une vie, bien sûr qu'on doit mentir. Mais les circonstances dans lesquelles une personne ordinaire est justifiée de mentir
c'est à peu près aussi fréquent que les circonstances dans lesquelles une personne ordinaire serait justifiée de frapper quelqu'un. Alors, c'est sûr que moi, j'ai pas d'enfant, mais admettons quelqu'un veut faire du mal à ma nièce, il la menace physiquement. Si le seul moyen de la protéger, c'est de frapper l'agresseur, c'est sûr que je dois le faire. Mais ça ne veut pas dire que là, maintenant, où il n'y a pas de menace, je peux aller devant Richard et lui donner un coup. Ça sera pas facile aujourd'hui. Désolé Richard, mais c'est toi qui es le plus près de moi. Puis, je voulais pas imaginer frapper Dominique. Oui, prends-toi dans moi. Donc, pour la première question, non. Non, parce que plus le mensonge est gros, plus il est lourd de conséquences. Alors, carrément, l'État qui ment à l'ensemble de la population, il y a difficilement plus gros que ça comme mensonge. Pouvez-vous me rappeler quelle était la définition? Si sa définition de bien-être était appuyée sur une conception musicaliste. Oui, ok. Non, parce que le bien-être implique une variété de facteurs. On n'aura jamais de réponse ultra précise comme on a sur la composition de l'eau, par exemple. Okay. Mais on peut avoir des réponses meilleures que d'autres. Là, j'ai déjà posé une question, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait ça. C'est ton deuxième tour. Mais c'est une question que je me pose du point de vue des étudiants. Quand vous présentez une position réductionniste comme celle-là, est-ce que ça arrive que les étudiants vous demandent quelle est la part de responsabilité alors quand, par exemple, un criminel commet un acte, si on peut toujours expliquer le comportement par une genèse biologique, à ce moment-là, le concept de responsabilité est compromis. Puis ma deuxième question, c'est aussi, je me demande, par exemple, en psychologie comportementale, on a voulu tester cette hypothèse de cause à effet. Tu sais, entre autres, Rogien, il en parle dans son livre quand il dit, c'est dans l'odeur des croissants chauds. Parfois, l'odeur va inciter 80% des gens à agir d'une telle façon, mais il y a un 20% qui lui répondra pas à ces stimuli-là. Donc, il y a quelque chose, tu sais, le concept de cause à effet dans le comportement humain qui répondrait à un stimuli, on n'est pas parvenu à le démontrer. Je me demande juste comment vous gérez cet aspect-là avec les... Alors, pour ce qui est de la responsabilité morale, en fait, je devance les étudiants, je leur en parle. Donc, ils n'ont pas le temps de me poser la question. La notion de responsabilité qu'on retrouve dans notre tradition philosophique occidentale, il n'y en a pas. Parce qu'on nie l'existence du libre arbitre. Donc, nos systèmes légaux, nos systèmes de loi et notre conception de l'éthique reposent généralement sur la conviction qu'on a un libre arbitre et donc qu'on est responsable de nos infractions à la loi et de nos infractions à la morale. Puisque le libre arbitre est ici nié, il n'y a pas de responsabilité dans ce sens-là. Oui, il affirme bel et bien que tout s'explique par des phénomènes biologiques, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas la différence entre quelqu'un qui agit volontairement et un acte qui est involontaire. Par exemple, un enfant de 4 ans, là je m'inspire encore de ce qui est écrit vraiment dans son livre, un enfant de 4 ans qui aurait joué avec un fusil mal rangé et qui aurait tiré sur quelqu'un, on ne peut pas le traiter de la même manière qu'un homme de 25 ans qui a pris un fusil et qui a tiré sur quelqu'un, parce que l'enfant n'est pas dangereux. La manière dont une personne agit volontairement, ça veut dire qu'elle avait l'intention consciente de faire ce qu'elle a fait. Donc, quelqu'un qui a pris un fusil et qui a tiré sur quelqu'un, ce que quelqu'un fait volontairement, ça nous permet de faire des prédictions approximatives sur ce qu'il pourrait faire dans le futur. L'enfant de 4 ans n'est pas dangereux. Par contre, son père qui n'avait pas rangé le fusil en sachant qu'il y a un enfant de 4 ans dans la maison, c'était pas volontaire, mais c'est quand même un comportement dangereux. Donc, vous remarquerez qu'on va dire, ben là, il faut intervenir. Quelqu'un qui a des armes chez lui avec des enfants et qui n'a pas la conscience de les ranger de façon sécuritaire, il faut intervenir, même si ce n'était pas volontaire. L'enfant n'est pas dangereux.
Puis, si l'action était volontaire, une question qu'on peut se poser, c'est, si c'est quelqu'un qui a 12 ans, qui n'a pas atteint sa pleine maturité, il a agi volontairement, est-ce qu'il y a moyen de l'éduquer pour qu'il devienne quelqu'un de non dangereux? Alors, la question qu'on devrait se poser, selon Rahuis, ce n'est jamais est-ce que la personne est responsable et est-ce qu'elle a assez payé pour son crime? C'est toujours est-ce que cette personne est encore un danger pour les autres? Si oui, il faut la placer hors d'état de nuire, alors que si elle peut être fonctionnelle en société sans risque pour les autres, il n'y a pas de raison, par exemple, de garder la personne en prison. Mais effectivement, il n'y a pas de responsabilité morale au sens où on l'entend, par exemple, dans une perspective déontologique inspirée de Kant. Pour ce qui est des relations de cause à effet entre les comportements humains et des causes déterminantes, pardon pour le pléonasme, ça n'a pas été prouvé. Il y a toujours la possibilité de dire c'est parce qu'on n'a pas encore découvert toutes les causes. Mais là, effectivement, on nage dans le parti pris métaphysique, je vous l'accorde. Oui. Peut-être une question facile, mais si je voulais enseigner ça dans mon cours en philo 3, qu'est-ce que je pourrais lire à mes étudiants? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais que lire est en anglais, mais en français que je pourrais... Moi, j'utilise le TED Talk pour lequel j'ai mis un lien à la fin de ma présentation PowerPoint. Sur le site, il y a moyen d'aller chercher toute la retranscription traduite en français. Alors moi, quand je donne ça à mes étudiants, je leur dis, si vous voulez écouter avec les sous-titres, ça peut se faire. Si vous préférez lire, vous allez chercher la transcription en français. Bon, j'imagine que comme tout le monde, j'exige des citations, alors je leur dis, vous prenez un extrait dans la traduction française que vous intégrez à votre texte. Juste une petite question de clarification. Harris, son concept de sentience, il l'attribue à toutes les formes animales vivantes à peu près, qui peuvent le posséder, puis c'est son critère discriminant pour appliquer la théorie consubstantialiste. C'est là-dessus. Oui, tout ce qu'il peut ressentir. Mais je ne l'ai jamais entendu ou lu utiliser le mot sentient, par contre. Il dit conscient. Mais je pense qu'il veut dire la même chose. Ça c'est un autre point. Mais juste pour vérifier, au niveau animalier, ça veut dire qu'il y aurait favorablement une position de protection de toutes les formes animales qui peuvent avoir de la sentience. Parce que la conscience et la sentience, ça peut être différent. Oui, mais pas nécessairement égal. Dans sa conférence, son TED Talk, il compare les primates, les grands singes avec les insectes. Pour illustrer son point philosophique à l'effet qu'il y a une vérité en morale, il dit à peu près ceci. Pourquoi est-ce qu'on se soucie davantage de nos cousins, les grands singes, que des insectes? C'est parce qu'on suppose, étant donné la complexité des grands singes, qu'ils peuvent ressentir une gamme de sentiments plus grande que des insectes. On pourrait se tromper. C'est lui qui le dit. Peut-être qu'on se trompe. Avec les données qu'on a, on a des bonnes raisons de supposer qu'un grand singe peut ressentir davantage de choses qu'une fourmi, donc on serait justifié objectivement de davantage se soucier des grands singes. Donc je ne sais pas si vous vouliez aller vers la distinction entre humain et animal, mais il y a des différences objectives entre un humain et même un grand singe qui justifient une différence dans les devoirs moraux. Par contre, on doit avoir une considération morale pour les autres espèces. Mais encore là, il n'y a pas l'humain et les animaux, parce que les animaux n'ont pas nécessairement tous le même potentiel de sentiment non plus. C'est juste parce que c'est dans le fond, dans le concept de bien-être, qui est là qui est rendu multifactoriel de ce qu'on comprend. La fondation de la création du bien-être, le physicalisme, ça va être un potentiel électrochimique, là, pour résumer. Si on veut maximiser les formes de sentience du point de vue électrochimique, toutes les formes de vie qui participent du point de vue de l'état de la matière à une optimisation de ces interactions électrochimiques-là, jugées comme étant moralement adéquates du point de vue de la matière. Normalement, il
faudrait qu'il y ait vraiment une position radicalement pour quantitativement défendre la matière qui possède le bien-être optimisé plutôt que arbitrairement sélectionner une certaine quantité de masse vivante. Tu sais, s'il veut être un fiscaliste en ligne, parce que les humains, du point de vue de la totalité de la masse de la matière et du vivant, ne sont pas si élevés que ça par rapport à toutes les formes de masse du vivant et donc de matière. Fait que son physicalisme, c'est il utilise le sentience pour dire arbitrairement je vais sélectionner cette masse de vivant-là. Plutôt que. Fait que là, c'est là que je veux voir. Là, tu as parlé de sentiment. Fait que là, j'essaie de voir où est-ce qu'il traçait sa trace sur la masse de vivant qui juge plus favorable qu'une autre. C'est pour moi, là, j'essaie de comprendre où est-ce qu'il crée sa barrière pour défendre son point de vue. Ben, est-ce qu'il faut qu'il crée une barrière? Moi, je dirais que non, mais visiblement, il y en a une parce qu'à un moment donné, il commence à faire de la sélection. Il a l'air de favoriser les humains par rapport à d'autres formes de vie. Oui, à partir des connaissances qu'on a. Oui, mais c'est correct. Ce serait à partir des connaissances qu'on a. Comme on fait dans toutes les sciences. Quelle que soit la discipline scientifique, en tout cas, les scientifiques ont toujours conscience que ce qu'on sait, c'est une infime partie de tout ce qu'il y a à connaître. Donc, j'essaie de comprendre où est-ce que vous voulez en venir avec la question. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y aura toujours des choses qu'on ne saura pas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas fonctionner avec le brin de connaissance. C'est ça la position réaliste. Il n'y a personne de réaliste qui pense qu'on sait tout, ni même qu'on va tout savoir un jour, mais ce qu'on arrive à savoir, on fonctionne avec les connaissances qu'on a et avec un certain succès. Ici, je vais citer le grand Richard Dawkins. Pourquoi se fier à la science? Elle nous a donné la médecine, la technologie, et pardon, je vais citer Dawkins, c'est pas moi qui dis des grossièretés. It works, bitches. Ça fonctionne. Alors, elle a la justification pour se fier aux connaissances scientifiques. Elles ne sont pas absolues. On fait encore des erreurs, il y a encore des choses qu'on ne sait pas, il y en aura toujours, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se fier avec les connaissances qu'on a déjà. On le fait et ça marche. Ça ne marche pas de manière absolue, mais ça marche. Une dernière intervention, peut-être? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait... Peut-être j'ai déjà parlé. Ben moi, je voulais juste te remercier, en fait, parce que c'est pas mon champ fertile même d'intérêt, mais pour faire un cours un peu plus diversifié, j'ai fait un pas vers la neurophilosophie, puis les Churchland, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'on arrive à dire « Ouais, mais le soi, ça n'existe pas vraiment, puis le libre arbitre, ça n'existe pas vraiment », les élèves sont tout le temps un peu horrifiés parce qu'on les a drillés à croire à des concepts, des outils conceptuels utiles comme ceux-là. Puis là, on leur dit « Non, ça n'existe pas. T'es pas un jeu, finalement. T'es juste une stratégie d'un système qui veut essayer de se perpétuer. » Je pense que chez Harris, il y a certaines justifications qui vont donner à réfléchir, qui vont m'aider à répondre à des questions embêtantes dans lesquelles je me sens moins à l'aise d'intervenir. Fait que je voulais juste te dire merci. Je vais donner une réponse qui est un peu personnelle. Moi, quand j'ai commencé à lire Harris, j'ai cru au libre arbitre jusqu'à ce que je le lise. Alors, ça a été vraiment instantané. Après avoir lu ses arguments, j'ai comme pas le choix de changer d'avis, mais ça a quelque chose de réconfortant en même temps. Puis ça peut être bon pour les relations avec les autres parce qu'on enlève la notion de blâme. Donc, ça peut aider à avoir moins de rancune, par exemple. Mais ça, c'était un commentaire personnel. Là. Moi, c'est ce que la lecture de Harris m'a apporté sur le plan personnel et non pas en tant que prof de philo, mais peut-être quand un étudiant vient discuter avec nous, ça peut être une façon de le présenter. On peut essayer de le voir comme ça, puis ça n'oblige pas nécessairement à endosser le point de vue de Harris, mais ça peut aider à le faire passer comme quand même plus acceptable. J'aimerais ça. J'en ai plein de questions, mais pour l'anti-âge de notre collègue ici sur la question métaéthique de l'identification des patients moraux, moi je suis assez d'accord avec
Harris que le scientisme, c'est, à mon avis, la théorie la plus plausible. Ça devrait conduire à l'antispécisme, à mon avis. J'ai l'impression que Harris, de ce que je connais, il l'est pas. Et là, ma question, c'est comment il répondrait à l'objection des cas marginaux? Parce que là, tu disais tout à l'heure, par exemple, les humains ont des capacités, des potentialités plus développées que la plupart des animaux, et c'est pour ça que, de manière générale, on doit leur accorder plus d'attention morale. Attention, j'ai jamais dit plus développé. Plus... Moi, j'aurais tendance à dire différente. Mais oui, plus complexe que certaines autres formes de vie, mais ça dépend de quelle capacité on parle aussi. Je ne crois pas que Sam Harris soit antispéciste. Je sais que je l'ai déjà vu présenter comme vegan friendly. Ouais. Il considère qu'on a des devoirs moraux envers les autres espèces. De ce que je sais, il est sensible à la cause des animaux. Il n'est pas vegan. Mais je l'ai moins lu sur ce sujet-là. Il y a certainement des textes de Harris qui abordent cette question-là. Une chose dont je suis pas mal certaine, c'est qu'il est contre la façon dont on produit la nourriture d'origine animale à notre époque. Je ne me suis pas intéressée à ses habitudes personnelles, mais il me semble avoir compris qu'il essayait de diminuer sa consommation de viande, de produits laitiers. J'irai voir. Tout à l'heure, tu disais qu'à ses yeux, nul n'agit mal volontairement. Ça veut dire que si on agit mal, c'est par ignorance? Non, j'ai jamais dit ça. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas mettre des mots dans la bouche. Peut-être, je cherche ce que j'aurais pu dire qui aurait été interprété comme ça. Je sais que j'ai dit que personne ne dit « Ok, ça c'est faux et je choisis de le croire en sachant que c'est faux ». Ça, j'ai dit que ça n'existe pas. Que des gens fassent du mal volontairement, oui, ça existe. Mais de penser que faire du mal pour obtenir un plus grand bien, ça existe. Ça, on l'admet tous. On admet tous que parfois, provoquer un certain mal, mais pour obtenir un bien qui surpasse en importance le mal qui est causé, ça existe. Alors, ceux qui font souffrir des humains ou des animaux estiment avoir des bonnes raisons de le faire. Ils peuvent faire une erreur, par exemple. Oui, mais le corollaire de ça, c'est que si on sait ce qui est bon et qu'on a raison, on devrait donc agir. Il devrait y avoir un corrélat entre l'action et la pensée, mais il y a l'acrasie aussi qui rentre là-dedans. Il y a des gens qui l'acrasie, le manque de volonté ou l'absence de volonté. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui savent ce qui est bon pour eux, pour les autres, mais qui ne le font pas. D'où l'importance de comprendre comment faire pour avoir des bonnes méthodes d'éducation et des politiques sociales qui incitent les gens, pas simplement à dire c'est vrai que ce serait l'idéal si je faisais ça, mais à le faire. Ça fait partie du tableau. C'est pas facile, mais c'est vers ça qu'on devrait tendre. Je vous invite peut-être à finir la discussion à la pause parce qu'on commence à prendre du retard, même si on a un conférencier de moins. Merci beaucoup. On va prendre une pause, on se rejoint.